Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit bilan de mes lectures du mois d'octobre. Comme vous le voyez, je ne suis pas du tout dans le même cadre et en plus la luminosité est pourrie puisque maintenant on est sur les horaires d'hiver et qu'il fait nuit très tôt. Alors le rythme des vidéos, juste petite parenthèse avant de démarrer ce bilan lecture, le rythme de vidéo risque de changer prochainement puisque j'ai commencé un nouveau boulot très récemment. Et du coup, je n'ai plus trop le temps ni de lire, ni de filmer et de monter. Donc voilà, je posterai des vidéos quand je pourrai, le plus possible on va dire. Mais en tout cas voilà, quand je tourne, généralement il fait nuit, puisque maintenant il fait nuit à 17h30. Donc là il est quoi, 18h20 et c'est nuit noire déjà, mais bon c'est pas grave, j'espère que la luminosité ne sera pas trop pourrie. Et donc on commence tout de suite avec ce bilan lecture. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un livre quand même très connu, vous avez été nombreux sur Instagram à me dire que vous l'avez beaucoup aimé. Donc il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier, ici publié aux éditions Le Livre de Poche. Le livre c'est un classique de la littérature anglaise et ça se passe justement dans les années 1930 en Angleterre. On va suivre notre héroïne qui est une jeune fille de 21 ans qui est plutôt timide, qui manque de confiance en elle. Son job c'est d'être femme de compagnie pour une vieille dame hyper riche qui aime voyager un petit peu partout. Donc elle est au service de cette Mrs Van Hooper. Elle est à Monte Carlo avec Mrs Van Hooper quand elle va rencontrer dans l'hôtel le fameux Max de Winter qui est un jeune veuf d'une quarantaine d'années et il va se nouer une espèce de relation entre donc la narratrice qui n'a pas de nom et Max de Winter. Il va finalement lui demander de l'épouser, elle va accepter et après un voyage de noces assez rapide en Italie, ils vont rentrer dans le fameux manoir de Manderley qui est la demeure familiale de la famille de Winter, dans lequel Max de Winter habitait avec sa précédente épouse Rebecca. Rebecca qui hante un petit peu les lieux et les esprits des vivants puisqu'elle est un petit peu partout dans la décoration, dans les objets mais aussi dans le fonctionnement du château de Manderley, dans les habitudes des domestiques, etc. Et notamment la gouvernante Mrs Denver qui était très proche de Rebecca et qui a beaucoup de mal à se faire à l'idée qu'il y ait une nouvelle Madame de Winter. Et donc la jeune narratrice va se retrouver propulsée dans ce manoir où règne le fantôme en fait de cette première épouse qui est vraiment partout. Elle n'arrête pas de se comparer en fait à Rebecca. Elle se sent moins belle, moins sociable, moins élégante, moins douée pour la gestion du manoir et des domestiques. Voilà, elle a tout à apprendre, après elle est jeune, elle est intimidée. Max, depuis qu'ils sont rentrés à Manderley, il prend un petit peu ses distances, donc elle se sent quand même assez seule dans ce grand manoir un petit peu lugubre et cette ambiance très pesante. Ce qui m'a frappé vraiment dans ce livre, c'est vraiment l'ambiance, l'atmosphère qui est englobante, qui est cotonneuse. Vraiment rien que pour l'ambiance, il faut lire ce livre. Après je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gothique, dans l'esprit de Anne Radcliffe, les mystères d'Udolphe, ce genre de choses, mais là pas du tout, puisque finalement le château, enfin le manoir de Manderley n'est pas si gothique ou lugubre que ça. Il y a quand même un semblant de vie, il y a le petit salon, la bibliothèque avec le feu de cheminée, c'est assez cosy, c'est assez convivial et chaleureux. Il y a un bal déguisé, un bal masqué qui est organisé à Manderley, il y a la terrasse, il y a les fleurs, il y a la forêt pas loin, il y a la plage aussi. Donc finalement c'est pas si gothique que ça. On se sent quand même bien à Manderley malgré le fait que les lieux soient quand même hantés par Rebecca, au sens figuré. Hein. Il n'y a pas un véritable fantôme. C'est pas du fantastique hein, pour le coup. Et il y a quand même un mystère quant à la mort de Rebecca qui est accidentelle a priori puisqu'elle s'est noyée. Elle est partie naviguer avec son petit bateau et elle s'est noyée et voilà, ça fait 1 an qu'elle est morte. Mais visiblement des secrets pourraient refaire surface. Et j'ai beaucoup aimé franchement cette lecture. Parfois la narratrice m'a quand même agacée parce qu'elle manque de confiance en elle, elle est toujours en train de se comparer à Rebecca et de se sentir inférieure et j'avais des fois envie de le foutre des claques et de lui dire mais arrête quoi, mais en même temps je comprends parce que moi-même j'ai été une jeune fille de 21 ans et je comprends tout à fait qu'elle soit
intimidée et qu'elle n'ait pas cette confiance en elle. Mais franchement, il y a des fois où j'avais envie de lui foutre des claques. Après, j'ai vu aussi l'adaptation Netflix, puisque Netflix a sorti une adaptation là au mois d'octobre. Du coup, j'avais très envie de lire le livre avant. C'est ce que j'ai fait. Alors l'adaptation est plutôt sympa, assez moderne, dans la retranscription de l'époque. Qui est peut-être un petit peu fantasmé, mais je trouvais les décors et les costumes très chouettes. J'ai trouvé aussi que l'adaptation était assez fidèle au déroulé de l'histoire dans le livre, avec plein de petits détails, comme par exemple quand la narratrice prétend aller à des cours de tennis pour s'esquiver de Madame Van Hooper, pour aller rejoindre Max Winter dans ses escapades à Monte Carlo. Donc oui, il y avait des petits détails comme ça, le manteau avec le mouchoir dans la poche de Rebecca, etc. Il y avait plein de petits détails qui étaient vraiment très très fidèles au livre. Après, dans le livre, il y a quand même une fin qui est assez ouverte, même si on comprend quand même dans les non-dits de quoi il retourne, alors que dans le film, il y a une interprétation qui est donnée en fait en images de la fin, donc voilà. Mais voilà, c'était sympa, c'était divertissant, mais j'ai quand même préféré le livre à l'adaptation, comme c'est souvent le cas. Les livres sont souvent meilleurs que les adaptations, donc c'est comme ça. Mais n'hésitez pas à découvrir cette œuvre si vous ne la connaissez pas, parce que c'était vraiment chouette. Ensuite, je vais vous parler d'un essai féministe avec Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale de Titu Lecoq. C'est publié chez Le Livre de Poche. Alors ce livre, ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire, puisqu'on va parler des tâches domestiques dans les foyers hétérosexuels. En fait, c'est Titu Lecoq qui va partir d'un constat personnel, comme quoi depuis qu'elle est en couple avec un homme et qu'elle a eu des enfants avec lui, et ben plus le nombre de personnes qui composaient son foyer augmentait, plus sa charge mentale et ses charges de tâches domestiques augmentaient proportionnellement. Et elle se demandait pourquoi est-ce qu'en tant que femme, on se sent obligé de ramasser la fameuse chaussette taille 42 qui trône par terre, comme ça à côté du panier de linge sale. Pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de faire tous ces gestes invisibles et qui ne sont absolument pas valorisés? La charge mentale aussi que ça entraîne. Et donc elle va partir de ce constat-là en apportant des anecdotes personnelles, mais aussi des faits plus scientifiques avec des études, des statistiques, etc. Puis un historique aussi des tâches ménagères qui remonte notamment à l'industrialisation, le fait de diviser la sphère publique et la sphère privée. Donc la sphère privée, la maison, ce qui est plus un domaine féminin, alors que l'espace public est masculin. Ça remonte au 19e siècle et à l'industrialisation, puisqu'en fait, avant tout le monde travaillait dans les champs et dans la maison qui attenait aux champs, en fait dans la ferme, etc. Donc les femmes n'étaient pas cantonnées à l'intérieur du foyer, puisqu'elles allaient dehors vendre des choses au marché, aller au lavoir pour laver le linge, s'occuper des animaux de la ferme, etc. Et tout le monde mettait la main à la pâte, donc il n'y avait pas cette scission en fait entre l'intérieur et l'extérieur. C'est à partir voilà, des usines, de la création des usines, où en fait les hommes sont partis travailler à l'extérieur de la maison et les femmes du coup sont restées à l'intérieur. Et on a créé aussi tout le mythe autour de l'instinct maternel, etc., etc. Et donc oui, la charge maternelle va de pair avec la charge mentale et les tâches domestiques. Et c'était hyper intéressant de voir comment ça avait évolué depuis ces 30 dernières années, le fait que le quota de temps par jour destiné aux tâches domestiques des hommes et des femmes avait plus évolué pour les femmes que pour les hommes, puisque les hommes c'est toujours aux alentours de 2 heures et quelques, alors que les femmes ça réduit d'une bonne demi-heure en 30 ans, parce qu'il y a eu par exemple l'arrivée de Uber Eats, enfin, des plats à emporter, des plats surgelés qui fait qu'on passe moins de temps en cuisine, la fast fashion aussi qui fait que quand un vêtement est troué, et ben on le remplace par un autre au lieu de le rapiécer. Ah oui, l'électroménager aussi qui a fait qu'on passe moins de temps aussi à faire ces tâches là. J'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment des trucs qui sont évidents quand tu le vois noté noir sur blanc, mais qui sur le coup bah, tu t'avais jamais pensé à ça, comme par exemple le sac à main, l'exemple du sac à main. Pourquoi est-ce qu'une femme porte tout le temps un sac à main et pas un homme? Et bien tout simplement parce que le sac à main c'est un peu une espèce de protection, un bouclier contre le monde extérieur qui est perçu comme hostile pour les femmes
plus que pour les hommes. C'est un peu le au cas où, c'est une maison portable un petit peu où on va mettre voilà, des Doliprane si on a mal à la tête, des tampons si on a ses règles, une bouteille d'eau et un paquet de mouchoirs au cas où. Enfin voilà, c'est un peu le truc du au cas où pour parer à d'éventuels besoins, que ce soit nos besoins personnels mais aussi celui des autres. Donc ça renvoie encore la femme au domaine du care, du fait de prendre soin des autres. Et puis voilà, c'est quand même paradoxal puisque le sac à main nous entrave dans nos mouvements, mais pour autant il nous rassure et il est une espèce de bouclier. Alors certes les hommes ont parfois des sacs, mais ce sont des sacs de travail, des serviettes, ce genre de choses, des attachés case, qui sont des sacs de boulot, alors que les femmes elles peuvent avoir des sacs de boulot, mais elles ont toujours un sac à main en plus. Ça c'est quand même assez visible, notamment dans le métro. Voilà, c'est quand même une question qui m'a un peu fait boum dans ma tête comme ça, et je sais que quand j'en ai parlé à ma soeur, elle m'a dit mais oui, effectivement, ce sac à main, mais évidemment. Enfin voilà, ça a fait boum aussi. C'était hyper enrichissant, donc je vous le recommande, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, peu importe, lisez ce livre, j'espère que ça pourra vous enrichir parce que c'est important de faire ce travail sur soi-même, de prendre conscience en fait de ces inégalités et voilà, c'est hyper intéressant donc allez-y. Ça va être long ce bilan lecture si je parle autant. Donc le troisième livre dont j'ai envie de vous parler c'est La Purge de Arthur Nesnidal aux éditions Point. Donc ce livre je l'ai lu dans le cadre du prix du meilleur roman des lecteurs avec les éditions Point. Donc là c'est le 5e de la sélection sur les 10. Donc j'en suis à la moitié. Donc ici ça va être un plaidoyer contre les écoles préparatoires et on va suivre donc le narrateur qui je pense est un petit peu l'auteur, en tout cas les frontières sont assez poreuses, c'est peut-être un petit peu autobiographique. Il va nous raconter en fait le système des écoles préparatoires, les professeurs qui ont une espèce de monstruosité, les autres élèves, les espèces de classes sociales, si t'es boursier, si t'es pas boursier, l'administration qui est incompétente, la cantine qui est dégueulasse, les femmes de ménage qui sont invisible. J'ai bien aimé en fait le propos, je pense qu'il y avait une dimension peut-être un peu thérapeutique et revancharde de la part de l'auteur. La plume est exigeante, voilà, je préfère quand même prévenir. C'est très littéraire puisqu'on sait, enfin l'auteur a fait une école préparatoire en philo, enfin voilà, il est très voilà, dans les lettres, c'est une écriture quand même assez exigeante, assez poussée, etc. Il y a une certaine beauté dans les phrases, dans le martèlement des phrases, dans la musicalité, dans le vocabulaire employé. Mais par contre, c'est quand même un petit peu hermétique, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde parce que c'est dense. Voilà, c'est un tout petit roman qui fait à peine 145 pages, mais c'est vraiment à lire à tête reposée parce que voilà, faut s'accrocher un petit peu. Il y a une certaine beauté dans les figures de style, dans la musicalité, la mélodie des phrases, etc. C'est très bien construit, très bien choisi. Il y a peut-être un petit côté un petit peu poétique. Mais par contre, c'est un petit peu pompeux, un petit peu hermétique, un petit peu voilà, enfin j'avais la sensation en fait que il disait au lecteur si t'es pas capable d'apprécier cette lecture c'est que tu n'es pas digne de la lire, et donc il y a ce côté un petit peu condescendant que voilà, qui m'a fait un petit peu tilter. Moi qui suis une simple plébéienne de la fac qui est tant décriée par les écoles préparatoires, je n'ai pas fait d'école préparatoire et heureusement parce que j'aurais pas du tout apprécié, ça n'aurait pas du tout collé avec ma manière d'être, avec ma personnalité. J'ai adoré la fac justement parce qu'on n'était pas encadré, parce que c'était impersonnel, parce qu'il fallait se débrouiller tout seul, être autodiscipliné et autonome. C'est ce que j'ai adoré dans la fac et je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Et les écoles prépa, il y a ce côté quand même encore très dans la veine du lycée où on est encadré, où il y a des classes, où il y a des profs, où il y a la pelle. C'est quand même assez élitiste, c'est un monde vraiment particulier. Voilà, moi je suis pas mécontente de ne pas y être alliée. Il y a cette espèce d'élitisme un petit peu pompeux dans les classes préparatoires et c'est ce que dénonce un petit peu l'auteur qui, en tant que boursier et en tant que malvoyant, était un petit peu le bouc émissaire aussi des profs et de ses camarades de classe. Donc on ressent quand même une certaine empathie pour lui. Je préfère prévenir, c'est le genre de livre qui plaira pas à tout le monde parce que le style est très exigeant. Et voilà. Et je termine ce bilan lecture avec une lecture pour la team thriller du Cherche Midi avec Contagion de Lawrence Wright, donc aux éditions Cherche Midi. C'est un thriller scientifique
terriblement d'actualité puisqu'on va être sur un virus de la famille des SRAS, MERS, coronavirus, qui va décimer la moitié de la population mondiale. C'est de la fiction, mais ça avait quand même terriblement des touches de réalisme, puisque on va suivre donc Henry, qui est un éminent scientifique expert en infectiologie et en virologie, alors qu'il est à Genève pour une conférence. Il est américain, mais là il est à Genève au début du roman pour une conférence. Il va apprendre l'existence d'un nouveau virus qui vient d'être découvert en Indonésie, sur la petite île de Congoli. Du coup, il va être missionné par l'OMS pour aller voir sur place un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne. Il va prendre un avion pour aller à Congoli en Indonésie, et donc un chauffeur de tuk-tuk va le prendre à la sortie de l'aéroport pour l'amener dans la prison de Congoli, qui est une prison pour homosexuels, puisque là-bas la majorité de la culture est quand même musulmane, l'homosexualité est un péché, donc ils sont emprisonnés. Sur place, il y avait des médecins sans frontières qui étaient là pour contrer un petit peu, enfin pour endiguer un petit peu le virus du VIH. Sauf que ils ont été confrontés à ce nouveau virus qu'on ne connaît pas, qui les a contaminés et ils en sont décédés. Du coup, Henry arrive sur place et va décider d'autopsier un petit peu les victimes de ce nouveau virus pour essayer de le comprendre. Et entre temps, il va renvoyer son chauffeur de tuk-tuk chez lui en lui précisant bien de se laver et de brûler ses vêtements pour ne pas diffuser le virus à l'extérieur. Sauf que, manque de bol, le chauffeur est contaminé et il le sait pas. Il va partir en pèlerinage, faire son pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite, et c'est là qu'il va commencer à contaminer plein de gens qui sont venus de pays différents. Donc, ça va être le début de la contagion qui va se propager partout dans le monde, et ça va être une véritable catastrophe puisque les scientifiques ne comprennent pas, ils sont dans l'impasse, les gouvernements du monde entier sont dépassés par les événements, notamment le gouvernement des États-Unis à la Maison Blanche, et Henry va se retrouver au milieu de tout ça à essayer de tout faire pour trouver un vaccin, au détriment de sa famille qui est loin et qu'il n'a pas pu rejoindre. Et voilà, et en fait on est vraiment dans ce schéma en fait bien défini de la contagion. J'ai retrouvé vraiment de ce qu'on vit actuellement, comme si une épidémie, une pandémie avait un schéma bien défini et qu'on retrouvait toujours les mêmes éléments. Déjà la découverte d'un virus qu'on ne connaît pas, une méconnaissance aussi des risques qui fait qu'il se propage, qui contamine la population, les gouvernements qui ne savent pas comment réagir et qui prennent des mesures contradictoires, les gens, la population qui panique, qui font des réserves de nourriture, qui pillent les magasins, etc. La montée de la violence, les théories complotistes, enfin voilà, et puis la guerre entre les États-Unis et la Russie. Alors je dois dire que dans ce livre, Poutine en prend pour son grade, mais il faut comprendre que l'auteur est lui-même américain, donc forcément il y a un parti pris. Il y a aussi toute une dimension politique et la course au vaccin, voilà. Et j'ai l'impression qu'on vit exactement la même chose en ce moment, sauf que dans le roman, le virus du Congoli est beaucoup plus vénère que notre coronavirus des familles, puisque là, franchement, tout le monde y passe. Hein. Il est très très mortel. Alors que le coronavirus est certes mortel, mais dans une moindre mesure. Donc ça m'a fait un petit peu relativiser parce que je suis un petit peu angoissée de la situation de la crise sanitaire. J'avoue qu'on vit quand même une période difficile en 2020, mais ça fait relativiser parce que là, c'est pire et c'est horrible et il y a des scènes qui sont quand même assez atroces. Voilà, je vous dirai pas quoi, mais il faut quand même avoir le cœur un petit peu accroché pour lire ce bouquin, mais moi personnellement j'ai adoré. Alors au début j'avais un peu peur, j'avais du mal à rentrer dans l'histoire parce qu'il y a quand même pas mal de vocabulaire assez technique, assez scientifique, mais très vite on s'attache aux personnages, on s'attache à leur parcours et du coup on rentre dans l'histoire. Et puis certes il y a quand même des passages un petit peu explicatifs puisque l'auteur s'est beaucoup documenté sur le sujet de l'histoire des pandémies, des différents virus, de comment on a créé la vaccination, etc. C'était hyper intéressant, moi j'ai appris énormément de choses dans ce bouquin. Il y a ces passages là mais qui sont quand même très intéressants et mêlés dans un rythme quand même effréné, où on a du suspense, où on veut savoir la suite. C'est une course haletante
pour contrer ce virus. Alors l'explication finale, bon, était un petit peu poilou, tirée par les cheveux, mais enfin bon, c'est cohérent, on va dire que ça passe quand même. Je vous recommande franchement ce livre si vous en avez pas trop marre des virus. Je sais qu'en ce moment, bon voilà, mais il était vraiment chouette, moi j'ai adoré. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo bilan lecture, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, si vous en connaissez peut-être déjà. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis à aller voir une de mes dernières vidéos. En attendant la prochaine qui sera le plus tôt possible, je l'espère, je vous souhaite évidemment de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!